Bonjour et bienvenue au balado de Impôts Experts, vos impôts à votre façon. Mon nom est Ida Celli et je suis ici avec notre expert fiscaliste, Jerry Vitoratos. Bonjour Jerry, comment ça va? Bonjour Ida, j'espère que ça va bien. Moi, ça va. Oui, ça va. Alors, aujourd'hui, notre discussion va être autour des nouveautés fiscales pour 2020. Oui, absolument. Donc, comme à chaque année, là, le gouvernement va toujours donner des petits bonbons là, tu sais, dans la déclaration de revenus pour nous rendre heureux, là, pour essayer de rendre notre déclaration le plus rentable possible. Donc, évidemment, ils ont fait des changements cette année, comme à chaque année. Il y a toujours des changements et on va discuter de ces changements. Lequel qu'on va commencer, Ida? Bon, cette année, il y a particulièrement pour les employés qui étaient non admissibles dans le passé, les frais de bureau à domicile. Oui, ça c'est le gros, là. Ça, c'est le gros changement de cette année. C'est particulier, là. C'est particulier, incluant nous deux, là, qu'on est nouvellement admissible aux frais de bureau à domicile. Donc, le frais de bureau à domicile, c'est une déduction qui tombe dans la rubrique des dépenses d'emploi. C'est pas nouveau. OK, c'est pas un concept fiscal qui est nouveau là. OK, ça fait des années que cette déduction-là existait dans la déclaration de revenus. Mais le gouvernement a fait des changements cette année pour simplifier un peu. Ils ont fait un peu de changements administratifs et aussi ils ont rajouté une composante pour être capable de réclamer de façon plus simplifiée les frais de bureau à domicile. Donc, le gouvernement, mais dorénavant, à partir de 2020, le gouvernement nous offre deux choix. OK, en termes de la façon de déduire les frais de bureau à domicile. OK, je parle de déduction et non pas de crédit. Les frais de bureau à domicile sont une déduction sur la déclaration de revenus. Donc, la première, c'est ce que le gouvernement appelle la méthode à taux fixe. OK? Donc, la méthode à taux fixe, c'est une méthode beaucoup plus simplifiée pour réclamer les frais de bureau à domicile, dont on réclame tout simplement un 2 $ par jour de déduction, par jour de travail, de déduction, du moment qu'on était obligé de travailler de chez nous pour plus de 50% du temps à cause de la COVID, évidemment, pour au moins 4 semaines consécutives. Du moment qu'on rejoint ce critère de base, bien, on a droit à cette nouvelle méthode que le gouvernement appelle la méthode à taux simplifié. OK? Donc, avec cette méthode-là, les bonnes nouvelles, c'est que le côté administratif est beaucoup plus facile, dans le sens où vous n'avez pas besoin d'une lettre d'approbation de votre employeur, donc, ou ce qu'on appelait les conditions d'emploi, okay, que je vais en discuter un peu plus tard. Okay, et on n'a pas besoin d'archiver de reçus, parce qu'on ne réclame pas les reçus détaillés, là, on ne réclame pas vraiment les frais réels qu'on a encourus, on réclame tout simplement un montant forfaitaire de 2 $ par jour de travail. Et cette déduction-là est limitée à 400 $, OK, à 400 $ pour l'année. On est limité, donc un 200 jours de travail qu'on est limité. OK, donc ça, c'est la première méthode, OK, que le gouvernement nous offre. La deuxième, ben, c'est l'ancienne. OK, c'est celle qu'on avait depuis plusieurs années, que dorénavant, le gouvernement appelle la méthode détaillée. Et là, avec la méthode détaillée, ben, dans ce cas, on réclame dans ce cas-là les frais réels qu'on a encourus pour le bureau à domicile. Bon, quelques exemples de frais qu'on peut réclamer, par exemple le loyer, par exemple l'électricité, le chauffage, et aussi, par exemple, des stylos qu'on achète, du papier, etc. Donc, ça, c'est des exemples de dépenses qu'on peut réclamer selon la méthode détaillée. OK, bon, donc, avec la méthode détaillée, bien là, malheureusement, on a des prérequis administratifs. Et les prérequis, dans ce cas, c'est que, évidemment, ça prend les reçus. Okay? Il faut bien archiver les reçus. Et deuxièmement, ça prend l'approbation de votre employeur. Donc, ça prend un formulaire particulier signé par votre employeur qu'on appelle les conditions d'emploi. Okay? Du côté fédéral, c'est le T2200S et du côté provincial, c'est le TP64.3. OK, donc, ça prend absolument ces deux formulaires-là signés par votre employeur pour être capable de réclamer sous la méthode détaillée.
OK? Donc, ça, c'est les deux choix qu'on a. Bon, sachez que pour avoir plus de détails, plus de renseignements sur les frais de bureau à domicile, bien, on a créé un balado là-dessus. Donc, le balado précédent, celui-là, et le sujet, c'est sur les frais de bureau à domicile. OK? Donc, on a tous les détails là-dedans. On a aussi créé un article de blog sur notre site web impoexpert.ca, excusez-moi. Vous allez dans l'onglet Trucs et astuces et vous sélectionnez le blog d'ImpoExpert. OK? Vous allez directement là-dedans. Conseils et outils, excusez-moi, c'est l'onglet Conseils et outils et vous sélectionnez blog d'ImpoExpert et tous les détails sur ces dépenses se retrouvent là-dedans. Très bien. C'est quand même plusieurs personnes vont tomber dans ce chapeau cette année. Oui, bien, c'est sûr que, prenons nous deux là, comme exemple, là, nous, on est nouvellement admissibles à ces dépenses-là parce qu'on est obligé dorénavant de travailler de chez nous. Évidemment, on est à l'enregistrement de ce balado, bien, on est encore sous le couvre-feu du gouvernement, donc on est obligé de travailler de chez nous. Donc, il y a donc plusieurs parmi vous que vous nous entendez présentement, vous êtes admissibles dorénavant pour les frais de bureau à domicile. Et vous avez le choix entre les deux. Ce que moi, je vous suggère, quand vous allez effectuer ce choix-là, ben, faites le calcul des deux. OK? Ça, c'est indiqué dans le balado précédent qu'on a créé. Vous avez tous les détails là-dedans, incluant un lien à l'article de blog dans la description que vous pouvez consulter aussi. D'accord, merci. Maintenant, il y a quelque chose de probablement de nouveau, j'en ai pas entendu parler trop, c'est le Crédit canadien pour la formation. Oui, donc ça, c'est nouveau du côté fédéral. OK, donc c'est nouveau du côté fédéral. C'est un nouveau crédit remboursable qui est lié aux frais de scolarité. OK, c'est ça ce nouveau crédit. OK? Donc, avec ce crédit, ben, on prend les frais de scolarité qu'on peut habituellement réclamer le crédit non remboursable. Et là, on peut prendre maintenant une portion de ces frais-là et réclamer un crédit remboursable. Bon, là, vous allez vous dire, oui, mais là vous parlez le langage fiscal. Là, okay? C'est la langue impôt que vous parlez. Qu'est-ce que vous voulez dire par remboursable et non remboursable? Bon, typiquement, les frais de scolarité, c'est un crédit que je peux réclamer sur la déclaration de revenus et c'est un crédit qu'on appelle non remboursable, qui veut dire que si le crédit ou les crédits totaux que j'ai dépassent mon impôt fédéral, bien, dans ce cas, je ne peux pas récupérer l'excédent. Malheureusement, je ne le perds pas, je le reporte à une année future que je peux utiliser plus tard, dans une autre année. Mais dans l'année où j'ai encouru ces frais-là, si mes crédits dépassent mon impôt fédéral, bien, malheureusement, je ne peux pas le récupérer. Je ne peux pas le récupérer, cet excédent-là. Un crédit remboursable, c'est différent. Un crédit remboursable, bien, si dans ce cas-là, mes crédits dépassent mon impôt fédéral, mais là, je récupère la différence. Là, je peux le récolter. Okay? Donc, c'est une grande différence entre remboursable et non remboursable. Évidemment, remboursable est beaucoup plus avantageux que non remboursable. Donc, c'est des bonnes nouvelles, là. Okay? C'est des bonnes nouvelles que le gouvernement nous donne en rendant ce crédit-là, une portion de ces frais-là dans un crédit remboursable. Bon, quels sont maintenant les critères? Parce que pour réclamer ce crédit-là, évidemment, il y en a des critères. Heureusement, du côté des dépenses d'emploi, le gouvernement a simplifié le tout. Malheureusement, du côté du crédit, du crédit remboursable, du crédit canadien pour la formation, bien, ça devient assez compliqué, merci. Bon, premièrement, qu'est-ce que je réclame? Qu'est-ce que je réclame comme crédit? OK, bon, ce que j'ai droit de réclamer, c'est le moindre entre deux montants. La moitié de mes frais de scolarité durant l'année ou une limite que j'ai accumulée jusqu'à ce point-ci. Et la limite, on a tous commencé à l'accumuler à partir de 2019. Donc, en 2019, puis vous allez le constater dans ImpoExpert a cumulé, si vous étiez admissible, ImpoExpert a cumulé une limite de 250 $ pour vous pour l'année 2020. Parce que c'est basé toujours sur la limite que vous avez accumulée à ce point-ci, en d'autres mots, l'année précédente. OK? C'est ça qu'on veut dire. Donc, j'ai cette limite. Évidemment, le cumulatif du crédit a commencé en 2019. C'est 250 $ par année cumulatif. Donc, évidemment, cette année, on a 250 $ de cumulé.
OK? Donc, j'ai le droit entre la moitié des frais de scolarité ou 250 le moindre des deux. OK? Je prends le moindre des deux. Bon, pour cumuler maintenant cette limite, OK, bien, il y a plusieurs conditions, malheureusement. OK? Il y a plusieurs conditions qu'il faut rencontrer. Il faut tous les rencontrer. OK? Donc, premièrement, il faut produire une déclaration de revenus. Ça prend une déclaration. Deuxièmement, il faut avoir au moins 25 ans et moins de 66 ans. OK? Il faut avoir résidé au Canada tout au long de l'année et il faut avoir ce que le gouvernement appelle un revenu gagné. OK, d'au moins 10 000 durant l'année. Et qu'est-ce que le gouvernement considère comme revenu gagné? Bien, le mot le dit, là, vous l'avez gagné, OK, qui veut dire que vous avez travaillé pour. OK, donc, revenu d'emploi, revenu net d'entreprise. Je stresse le mot net. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses présentement avec ce terme-là, net et brut revenu d'entreprise, là, avec particulièrement la PCU, là, qu'on sait qu'on a beaucoup de controverses là-dessus. Donc, c'est le revenu net et aussi les prestations parentales. Donc, maternité, paternité. OK? Donc, si vous avez le cumulatif de ces revenus-là dépasse le seuil de 10 000, bien là, vous commencez maintenant à cumuler une limite dans ce cas. Et vous voyez que le crédit est vraiment orienté vers une certaine type de clientèle. OK? C'est vraiment orienté vers les professionnels qui sont déjà dans le marché du travail puis qui veulent se perfectionner en retournant à l'école, en retournant à l'université ou dans une école professionnelle. OK? Donc, vous voyez le concept parce qu'il faut avoir 25 ans et il faut avoir un revenu d'emploi ou d'entreprise. Donc, vous voyez que c'est vraiment orienté vers ce type de clientèle-là, les personnes qui reviennent, qui veulent se perfectionner, en d'autres mots. OK? Donc, du moment que je rencontre toutes ces conditions-là, ben, je cumule un 250 dans l'année et c'est une limite cumulative à vie jusqu'à 5 000 OK, que j'ai le droit de prendre. Et là, je le prends comme crédit remboursable. Du moment que j'ai des frais de scolarité, je prends maintenant ce crédit. Mais sachez qu'évidemment, il y a une autre condition qu'on pourrait dire. Bien, on ne peut pas piger deux fois, OK, dans ce crédit-là. En d'autres mots, si je prends le crédit canadien pour formation, le 250 bien, je dois réduire le calcul, je dois réduire les frais de scolarité admissibles au crédit non remboursable des frais de scolarité. Je dois le réduire parce qu'évidemment, le gouvernement me rembourse une portion de mes frais, donc je ne peux pas, dans ce cas-là, réclamer ce remboursement-là parmi mes frais admissibles pour le crédit non remboursable des frais de scolarité. Il y a beaucoup de conditions à garder en tête quand on fait celui-ci. Hein? Oui, heureusement que Impôt Expert le fait automatique. Là, il n'y a rien à faire de votre bord. Impôt Expert va le déterminer pour vous automatiquement. Mais oui, il n'y a rien de facile avec le gouvernement, malheureusement. OK, ça, on le sait, là, avec n'importe quel changement. C'est pour ça que j'étais tellement surpris avec la méthode à taux simplifié, là, à taux fixe, excusez-moi, qu'on avait vu avec les dépenses d'emploi. C'est très rare que le gouvernement va couper des conditions et va simplifier le tout. OK, mais comme vous le voyez, le crédit canadien de formation, c'est un exemple typique de nouveaux crédits que le gouvernement va rajouter. Ils ne vont jamais rendre ça facile. Malheureusement, c'est une réalité, malheureusement. D'accord, merci. Maintenant, il y a aussi les dépenses pour un abonnement aux nouvelles numériques qui est nouveau cette année. Oui, du côté fédéral. OK? Donc, du côté fédéral, on peut dorénavant, pour 2020, réclamer les frais d'abonnement que vous avez encourus pour télécharger du contenu numérique et principalement des nouvelles écrites originales. OK? Donc c'est ça le concept. Bon, le gouvernement vous dit qu'il faut que ça soit une organisation journalistique, je le lis directement, organisation journalistique canadienne qualifiée. Malheureusement, on n'a pas de liste présentement. Okay? À l'enregistrement de ce balado, que vous le regardez présentement sur YouTube ou sous des sites de balado, là, par exemple Apple Music ou Google Podcast puis SoundCloud, malheureusement, on n'a pas cette liste-là présentement. Je m'en doute, par exemple, des magazines comme Actualité pourraient, dans ce cas-là, être admissibles. Journal de Montréal, je ne suis pas sûr, malheureusement, parce qu'il y a une petite condition que le gouvernement rajoute là-dedans qui dit que cette organisation-là ne peut pas être un radiodiffuseur. Et là, exemple, le Journal de Montréal, ben, c'est Québecor qui est la compagnie mère de Journal de Montréal, puis
québécois, c'est certainement un radiodiffuseur parce qu'ils ont TVA, par exemple. OK? Donc, on ne le sait pas malheureusement. Je pense que quelque chose, par exemple, comme un magazine comme l'Actualité, ça, il y a des fortes chances que ça va tomber admissible à ceux-là, mais malheureusement, on n'a pas les détails présentement à l'enregistrement. Sachez que c'est seulement la composante numérique qui est admissible, qui veut dire que quand vous vous abonnez, OK, à ce type de service et que vous recevez une version papier en plus d'une version numérique, et c'est seulement la portion reliée à la version numérique qui est admissible. OK? Donc, si on ne peut pas faire cette distinction-là, le gouvernement vous dit, bon, ben, vous prenez la moitié des frais, tout simplement, et c'est ça qui est admissible pour ce crédit. Le crédit, c'est un crédit non remboursable. Là, on comprend le principe, c'est quoi non remboursable, et c'est limité à des frais de 500 $. Parfait. OK. Maintenant, on a aussi cette année une hausse du montant personnel de base au fédéral, en fin de compte. Oui, donc on a une hausse, mais aussi une réduction progressive. OK, de ce montant-là. Bon, c'est quoi le montant personnel de base, premièrement? Autant au fédéral qu'au provincial, le concept. Le concept de montant personnel de base, c'est que c'est comme un seuil de revenu dont vous ne payez pas d'impôt. OK, sur votre déclaration de revenus. Donc, du côté fédéral, ça peut aller jusqu'à 13 229. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par 13 229? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur vos premiers 13 229 $ de gagnés, je pense au Québec, c'est 15 000, là, si je me souviens bien, 15 000 des poussières. Bien, sur ce 13 000-là, vous ne payez pas d'impôt fédéral sur le premier 13 000 que vous avez gagné. C'est ça le montant personnel de base. Et tous les résidents du Canada ont le droit à ce crédit-là. Il n'y a pas de conditions particulières. Il faut juste être un résident du Canada, tout simplement. OK, et vous l'avez. Bon. De là maintenant, le gouvernement a introduit une réduction progressive de ce montant-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par une réduction progressive? Bien, c'est que du moment que vous dépassez un certain seuil de revenus, donc l'exemple ici, c'est 150 000 et des poussières, bien, le 13 229, ça commence à se réduire jusqu'à un certain plancher qui se situe à 12 298 si vous dépassez le seuil de 214 000 et des poussières. OK, donc, quand vous dépassez ce seuil-là, bien là, le montant personnel de base que vous avez droit, c'est 12 298. Et si vous gagnez un revenu entre 150 000 et 214 000, bien, votre montant personnel de base est réduit progressivement entre 13 229 et 12 298. OK, donc c'est ça la nouveauté là, du montant personnel de base. OK. Maintenant, le Québec, le gouvernement du Québec a harmonisé avec le fédéral les dépenses ou la déduction pour personnes travaillant à domicile. Oui, ils ont harmonisé, qui veut dire qu'ils ont introduit les mêmes règles. Donc, ils ont suivi le fédéral, ils ont harmonisé avec eux, et là, vous avez les mêmes concepts qu'on avait expliqués auparavant. OK, donc, on a un montant fixe, OK, qu'on peut réclamer, ou on peut réclamer la méthode détaillée qu'on appelle. OK, donc, on a le choix entre les deux. On a aussi ces formulaires simplifiés aussi. Là, vous avez encore les conditions d'emploi pour la méthode détaillée. Donc, tout est quasiment identique avec le fédéral. Encore une fois, pour les détails de cette édition-là, ben, le balado précédent qu'on a enregistré, que vous visionnez ça dans YouTube ou que vous nous écoutez avec les sites de balado, là, vous avez tout simplement à chercher le balado précédent et vous allez avoir tous les détails là-dedans, autant du côté fédéral que du côté provincial. D'accord. Est-ce qu'au niveau provincial, y a-t-il des changements pour les crédits d'impôt pour personnes aidantes? Oui, bien, le nom, c'est le changement, premièrement. Auparavant, on appelait ça aidant naturel. Là, le gouvernement l'appelle personne aidante. Bon, ça se peut que moi, je voulais l'appeler aidant naturel. C'est plus facile pour moi de le retenir que d'utiliser personne aidante et personne aidée. Moi, je le trouve plus confus. Là, moi, je vais utiliser aidant naturel et personne à charge. OK? Ça va rendre ça plus facile pour vous expliquer les concepts. Donc, premièrement, le changement que le gouvernement provincial a apporté, c'est de simplifier le calcul. Donc, auparavant, on avait 4 composantes pour le crédit d'aidant naturel. Bien, cette année, on en a 2 seulement. OK? C'est les mêmes types de personnes qu'on peut réclamer, c'est juste plus simplifier l'approche. OK? Donc, le gouvernement, maintenant, on a 2 types de personnes à charge qu'on réclame pour aidant naturel.
OK? Vous avez, premièrement, les personnes majeures, 18 ans et plus, ayant une déficience grave et prolongée. Donc, ils ont droit au montant pour invalidité qu'on appelle du côté de Revenu Québec. Donc, c'est reconnu par Revenu Québec que la personne a une invalidité. Et finalement, vous avez les proches ou la personne à charge qui a 70 ans et plus avec aucune condition. OK? Donc ça, c'est les deux types de personnes à charge qu'on a. Ça, c'est la méthode plus simplifiée du gouvernement dorénavant. Alors qu'auparavant, on avait 4 types qu'on réclamait. Là, c'est 2 maintenant qu'on a. Mais c'est les mêmes types de personnes qu'on réclame. Bon, ça, c'est le premier changement. Deuxième changement, c'est dans la définition de personne à charge, quand on réclame la première composante. Donc, la première composante, je l'avais mentionné, c'est une personne 18 ans et plus, majeure, atteinte d'une déficience ou atteinte avec une invalidité. Bon, habituellement, ça prend un lien de parenté avec cette personne à charge-là, entre l'aidant naturel et la personne à charge. Ça prend un lien. Ça prend un lien familial. OK? Ça doit être le parent, ça doit être le conjoint, ça pourrait être la sœur, le frère, etc. Bon, à partir de 2020, le gouvernement va élargir cette définition de personne à charge pour cette composante-là, pour inclure les personnes avec aucun lien de parenté, avec aucun lien familial avec les dents naturelles, mais si un professionnel de la santé certifie que les dents naturelles prend soin de façon quotidienne cette personne à charge avec un formulaire en particulier qui est le TP 1029.an.a, ben, dans ce cas-là, on peut réclamer maintenant cette personne comme personne à charge. Donc, l'exemple que je donne pour comprendre ce principe-là, c'est que je prends mon voisin, par exemple. Bon, mon voisin est à côté de chez moi, mon voisin n'a pas de famille ici, mon voisin a une invalidité. OK? Donc, moi, je prends soin de mon voisin à tous les jours, de façon quotidienne. OK? Donc, dans ce scénario-là, si je peux avoir le formulaire certifié par un professionnel de la santé que c'est moi qui prends soin de mon conjoint de façon quotidienne, j'ai le droit de prendre mon voisin comme personne à charge pour les fins du calcul du crédit pour aidant naturel ou qu'est-ce que le gouvernement appelle dorénavant personne aidante. OK? Donc, j'ai le droit de prendre cette personne-là. Donc, c'est un changement fondamental. Puis c'est des bonnes nouvelles parce qu'on connaît déjà des scénarios comme ça. On le voit toujours. On le voit partout, à tous les jours, ces types de scénarios-là. Et là, heureusement, cette année, l'aidant naturel peut réclamer maintenant cette personne-là comme aidant naturel. Alors, ça l'élargit un petit peu le monde qualifié ou le monde qui peuvent le réclamer. Oui, parce qu'habituellement, ça prend un lien de parenté. Là. Tous ces types de crédits-là, ça prend un lien familial. Alors que maintenant, ça ne le prend plus. Mais ça prend il y a un prérequis administratif que ça prend, qui est le TP 1029.an.a, qui est signé par un professionnel de la santé pour être capable de faire cette réclamation-là. Mais à partir du moment que vous avez ce formulaire-là, on peut réclamer maintenant cette personne que vous prenez soin de cette personne-là, alors que vous n'avez pas de lien familial avec cette personne. Oh, d'accord. Maintenant, il y a un nouveau crédit aussi, c'est la transaction en monnaie virtuelle. Oui, donc ça, c'est un changement administratif. Ça, c'est le gouvernement là, qui cherche les personnes qui peut-être ne déclarent pas tous leurs revenus. OK, donc du côté provincial, du côté du Québec seulement, OK, il y a ce nouveau changement administratif. Le gouvernement maintenant, ils veulent savoir si vous avez effectué des transactions en monnaie virtuelle. OK, bon. L'imposition de ces transactions-là, ça ne change pas. Là. Ils étaient toujours imposables. Si vous échangez en Bitcoin, Ethereum, Ripple et peu importe les types de monnaies virtuelles, ben, vous êtes dans l'obligation de déclarer, si vous avez un gain, vous le déclarez comme gain en capital. Et si vous avez une perte, ben, vous avez le droit à une perte en capital aussi. Mais c'est une transaction en capital que vous avez. Ça ne change pas. Là. C'est depuis le début qu'il faut déclarer ces transactions-là. La différence, c'est que du côté du Québec, le Québec a carrément créé une nouvelle section sur le formulaire qui est l'annexe G, dont on déclare les gains en capital. Ils ont carrément créé une nouvelle section pour les transactions de monnaie virtuelle qu'il faut dorénavant saisir dans cette section-là particulièrement. Deuxièmement,
le gouvernement du Québec a rajouté en plus une case à cocher sur la première page de la déclaration de revenus, qui est la case 24. Donc, vous déclarez au gouvernement si vous avez effectué une transaction et si vous avez acheté de la monnaie virtuelle. OK? Donc s'il y a seulement un achat de monnaie virtuelle, vous ne l'avez pas vendu, vous êtes maintenant dans l'obligation de cocher cette case sur la première page de la déclaration provinciale, OK, qui est la case 24. OK? Donc, c'est un changement administratif. Rien qui change, c'est imposable. Je sais que plusieurs parmi vous, ça se peut que vous vous dites, ouais, mais c'est une monnaie virtuelle, il n'y a pas de transaction. Bien, vous faites de l'argent avec. Là. Si vous faites de l'argent, c'est imposable. Aussi simple que ça. Que ce soit virtuel ou en espèces, là, ça n'a aucune incidence. Là, c'est une transaction imposable. OK? Donc, et là, maintenant, le gouvernement a rajouté des sections pour refléter ces transactions. Alors, il y a quand même quelques changements. Je pense que ça fait quand même le tour de tous les changements pour l'année 2020. Alors, autre petit conseil que tu veux nous faire partager avec nous? Bon, les conseils, c'est que n'oubliez pas d'aller. Tous les changements qu'on vient juste de mentionner se retrouvent sur le blog d'Impôt Expert. Donc, dans la description de ce balado, que vous le visionnez présentement sur YouTube ou que vous êtes sur un site dédié au balado, là, par exemple Apple Music ou SoundCloud ou Stitcher ou Google Podcast, OK? Dans la description, vous avez un lien direct à l'article qu'on a écrit sur ces changements-là, avec tous les détails de qu'est-ce qu'on a mentionné aujourd'hui. Donc, vous allez avoir tous les détails là-dedans avec des liens directs au site du gouvernement, OK, qui vont vous aider à bien comprendre ces changements-là. OK? Donc, n'oubliez pas d'aller là et n'oubliez pas de consulter notre site web, particulièrement le site de blog d'Impôt Expert. Quand vous êtes sur impoexpert.ca, OK, vous avez conseils et trucs, je pense que je le dis bien. Je vais juste aller voir sur le site, conseils et outils. Excusez-moi, j'oublie toujours le deuxième. Toujours. Donc, quand vous êtes sur impoexpert.ca, vous allez sur l'onglet conseils et outils et là-dedans, vous avez une option pour le blog d'Impôt Expert. N'oubliez pas d'aller consulter. On écrit des articles de nature fiscale régulièrement, OK? Et ça inclut en plus le contenu de ce balado. OK? Vous avez tous les détails dans le blog. Parfait. Alors, je pense que ça conclut notre balado pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jerry, et à la prochaine. Merci tout le monde. Merci de passer une très belle journée et soyez sains et saufs. Merci. Merci.